L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto. Cette semaine, je vous annonce en primeur que c'est le grand retour de Gono. Après des semaines d'absence, après avoir traversé une crise épouvantable, après être passé à travers un rhume, une grippe d'homme, dit-on, il est de retour. Et il nous parlera plus tard d'une voiture ancienne, d'un prototype, mais aussi de quelques informations qu'il est allé chercher en Europe, en espérant que ce soit intéressant, mais j'en doute pas du tout. On verra bien. On verra bien. Re-bienvenue, merci à tous. Louis-Philippe. Salut. On aura un segment Stellantis de la semaine. Absolument. 3 fois plutôt qu'une, en fait. Même, 3 fois plutôt qu'une. On va le commencer tout de suite avec, évidemment, cette usine de Brampton, en Ontario, qui, finalement, n'assemblera pas le Jeep Compass. On étirait l'élastique, on savait pas trop ce qui se passait, on posait des questions, il se passait rien, et là, ben, l'annonce est tombée. Oui, c'est tombé. Écoute, c'est... Comme tu dis, on s'y attendait. C'est une série d'événements. Je pense qu'on va en entendre parler de plusieurs événements comme ça dans les années à venir. Ouais. Puis celle-là, ben, c'est un constructeur américain, puis on se le dit à chaque émission chez Stellantis, on ne peut pas se permettre les erreurs. Faut qu'on travaille avec ce qu'on a en ce moment, puis rapatrier les usines rapatrier la fabrication de ces véhicules-là aux États-Unis. C'est le move à faire à l'heure actuelle, dans les conditions qu'on est là, même si ça peut évoluer, l'histoire de tarifs, puis etc., tout ça, mais je pense que Stellantis, on ne veut pas s'attarder à ça, puis on ne veut pas prendre de chance pour le moment. Évidemment, j'ai posé des questions le jour où, évidemment, on a annoncé cette nouvelle. Ouais. J'ai tout de suite pris le téléphone, j'ai envoyé des courriels aux relationnistes de presse du groupe Stellantis. Ça a pris 3 jours avant d'avoir une réponse qui se lit comme suit. On va déplacer, là je traduis parce que le texte est en anglais, mais on va déplacer évidemment la production du Compass qui était prévu au Canada vers les États-Unis. Et grosso modo, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on est très fiers d'annoncer qu'on aura un 3e shift à l'usine de Windsor qui va assembler, qui débute l'assemblage de la Charger à essence. Mm-hmm. Aussi drôle que ça puisse paraître, il faut quand même donner à César ce qui lui revient. Les ventes de fourgonnettes Chrysler ont explosé cette année. Oui, c'était comme plus de 70%. Et c'est pas comme si c'était un modèle tout nouveau, tout frais sorti du four. Boy, non. Ouais. Mais ma théorie là-dessus, et je reviendrai sur ce qu'ils disent après, c'est que il n'y a plus de petits fourgons sur le marché. Les Transit Connect sont disparus, le ProMaster City est disparu, Nissan n'a plus de NV200, ce qui veut dire qu'on vend beaucoup de fourgonnettes Grand Caravane ou Voyageurs aux États-Unis, parce que c'est le nom de la Grand Caravane aux États-Unis, des modèles de base qu'on va utiliser à des fins commerciales en les modifiant légèrement ou en bloquant la fenestration latérale parce qu'il n'y a pas d'autres options. Alors ça, c'est ma théorie, parce que ce sont surtout les ventes de Grand Caravane qui ont monté, celle de la Pacifica aussi, mais pas en aussi grand pourcentage. Je reviens à ce qu'on dit ici. Donc, ce que Stellantis mentionne, c'est que le Canada demeure très, très important pour le constructeur, blablabla, et que on pourrait éventuellement partager des nouvelles intéressantes sur l'avenir de l'usine de Brampton. Mais en attendant, il y a plus de 3000 employés qui sont sur la glace. Certains d'entre eux déménageront probablement dans le coin de Windsor pour aller assembler des fourgonnettes de nuit. Mais on ne sait pas ce qui va arriver avec cette usine-là. Et je lisais sur l'histoire de l'usine, c'est une affaire intéressante. C'est American Motors qui avait fabriqué cette usine-là de 230 000 pieds carrés en 1986, juste avant qu'AMC meure. Oui, absolument. Et le rachat de Chrysler en 87 a permis l'acquisition de cette usine-là. En fait, j'irais même plus loin. Il y a Coca qui était à la tête de Chrysler à l'époque, voulait AMC. En fait, il voulait pas racheter AMC. Il voulait 2 choses chez AMC. Jeep. Il voulait Jeep et l'usine de Brampton.
Okay. Parce qu'elle était brand new, state of the art. Ouais. Elle a été vraiment conçue en plus pour fabriquer des voitures dans la bonne taille de ce qui se faisait au segment. C'était la Premier qui allait être fabriquée là-bas. Ben finalement, en fait, la première voiture de grande série qui a été assemblée là, c'est les modèles LX, là, les Intrépide, Concorde, c'est un Eagle petit peu Vision. après. Il y a eu ça. d'autres modèles avant, parce que ça a été racheté en 87. L'usine démarrait et les LX sont arrivés sur le marché en 93. Ouais, mais on commençait à les assembler en février 92. Mais oui, effectivement, Voilà. les Dodge Monaco, puis les, Voilà. les Dodge Monaco, puis les Eagle Premier, mais c'est des voitures vendues en petite série. Là. Ça n'avait pas de volume. Ça devait faire du volume, mais ça n'en a pas Ça fait. n'en a pas fait, c'est ça. Fait que, tu sais, Il y a plein des choses qui sont arrivées comme ça dans la l'industrie. vraie lancée de cette usine-là est arrivée à partir de 92. Ouais, là, ça a elle a décollé. vraiment bombé. Là. Et depuis, c'est une usine qui avait quand même bonne réputation. On l'a fermée le 22 décembre. On a cessé ses opérations, devrais-je dire, le 22 décembre 2023, quand on a cessé la fabrication des 300 Charger Challenger. Mais c'est pas juste cet effet de vague qu'on voit dans l'industrie automobile qui fait mal chez nous au Canada, parce que, bon, il y a eu la fermeture de l'usine Camille où on fabrique les Chevrolet Bright Drop. Il y a eu des fermetures de corps de travail à l'usine d'Oshawa chez General Motors. Ford, qui est sur la glace depuis 2 ans et plus, qui devrait assembler des Super Duty dès l'année prochaine, mais ce sera un shift parce que c'est une usine d'overflow. Ouais. Donc, ça sera plus aussi important que dans le passé. Bon, évidemment, je vous parle pas de Nordvolt, Bécancour avec Ford. Qu'est-ce qui se passe chez Volkswagen avec l'usine de batterie à Saint-Thomas? Ben, en tout cas, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Le projet à Alliston pour les batteries, c'est sur la glace. En fait, c'est reporté. Mais ça va-tu arriver? Écoute, sauf que ce que je peux constater, c'est que depuis quelques années, on nous laisse sans nouvelles. On nous dit absolument rien. Et moi, évidemment, j'ai davantage de questions pour les gens de Stellantis parce que l'usine est fermée depuis le 22 décembre 2023. Ouais. Est-ce qu'on entend des mouches voler? Est-ce qu'on a vraiment commencé un processus de réoutillage, comme on nous le disait, pour accueillir le Compass? Si c'est le cas, on a-tu dépensé des centaines de millions de dollars en réoutillage qui s'en vont aux poubelles? Ou est-ce qu'on va prendre tout cet équipement-là et on va le rapatrier en Illinois où on va fabriquer le Compass? Qu'est-ce qui se passe là? Et on pose des questions, évidemment, il n'y en a pas de réponse. Là. Ouais. J'ai bien l'impression qu'il y a un côté aussi que chez ces constructeurs-là ont tellement été ébranlés au début de l'année avec le cafouillage des gouvernements américains, mais aussi des gouvernements de notre côté, qu'eux autres non plus ne le savaient même pas. Et ces décisions-là sont prises, je pense en ce moment, ces décisions-là sont prises à la hâte beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis qu'on va payer les conséquences de ces décisions-là pendant des années. Et en fait, il y a aussi le ralentissement du marché de l'électrique qui fait que les gros projets dont tu parlais, là, tout d'un coup, sont mis en stand-by sur la glace. On ne sait pas. Je pense que même eux ne savent pas. Ouais. Mais moi, je rajouterais une couche. C'est difficile d'investir quelques milliards de dollars quand tu vois le marché en train de faire... Mais je rajouterais une couche dans le cas de Stellantis. Au Canada, là, on peut-tu dire que rien ne va plus? On peut-tu dire que depuis des années, le défi, c'est pas juste le côté manufacturier. Le défi, c'est d'essayer de garder les concessionnaires en vie avec une gamme de modèles qui ne sont plus compétitifs. Il y a des concessionnaires qui ferment pratiquement toutes les semaines s'ils ne sont pas vendus à rabais. Il y a des propriétaires de concessionnaires qui rêvent de sacrer la bâtisse à terre puis d'envoyer l'inventaire dans le fleuve pour bâtir des condos. C'est ça qui se passe chez Stellantis. Là. La gestion ne fonctionne pas, alors qu'au Canada, on a des aux États-Unis, on a des programmes complètement différents. Les Grand Cherokee se vendent encore. Tu peux avoir un Grand Cherokee à prix raisonnable. Ils ont des programmes de location. Chez nous, là, ça coûte plus cher louer un Grand Cherokee qu'un BMW X5. Alors, explique-moi où on s'en va.
Les concessionnaires capotent, ils ont des véhicules à 100 000 $ que personne ne veut l'acheter. Et là, on nous promet des trucs, mais à chaque fois, ça bat de l'aile. Ouais, ben, ça sera pas mieux avec les tarifs non plus quand tous les véhicules que tu as mentionnés là sont assemblés aux États-Unis avec beaucoup de composantes américaines qui sont contre-tarifées. Donc, les prix font juste augmenter. Puis là, tu vois les derniers modèles arriver, puis tu regardes l'écart de prix entre un modèle américain et un modèle canadien, c'est catastrophique. Ah oui, c'est la portion américaine dedans qu'on paye un 25 % de plus. Je prends l'exemple de la Chevrolet Bolt là, qui est vendue à partir de 29 000 US chez nous à 42. Je m'excuse, mais ça s'appelle du taux de change, là. Tu sais, je veux dire, on disait souvent que les voitures au Canada étaient en proportion moins chères qu'aux États-Unis. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Mais comment est-ce que c'était... Tu sais, puis là, on peut tout de suite peut-être passer à l'annonce du Wagoneer, tandis qu'on est dans le segment Stellantis de l'émission. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que il y a toute une série de tous ceux qui vivent à Brampton et qui sont déjà en furie contre le constructeur n'achèteront probablement... Tu vas voir les ventes de produits Chrysler chuter drastiquement dans cette région de l'Ontario. C'est difficile dans les concessionnaires. Dans les concessionnaires là-bas, ça va être encore plus difficile. Là, tu viens de les tirer dans le pied, pas à peu près. C'est sûr que quand tu vas te promener à Windsor, il n'y a que des Chrysler dans l'environnement, mais c'est pas mal le seul endroit au Canada, je te dirais. Puis, tu sais, il y a des concessionnaires qui ont investi des montants faramineux, gigantesques pour se mettre à jour, avoir un programme image. Puis à travers les branches, on entend toutes sortes d'histoires d'entourloupes, on fait semblant de vendre des véhicules, comme on dit dans le jargon, on pine des véhicules d'avance pour afficher des ventes qui n'ont pas eu lieu en réalité. On essaie de garder la tête hors de l'eau, mais le niveau de l'eau n'arrête pas de monter, puis le poids des jambes est de plus en plus élevé. Tu sais, c'est là qu'on est. Là. Ça va vraiment pas bien. Et peux-tu te dire que les concessionnaires Chrysler ou Stellantis canadiens n'avaient pas besoin d'une nouvelle comme ça? Fait que c'est pas uniquement le sort des 3000 travailleurs. Oui, c'est triste, puis je le dis, depuis 1 an et demi, 2 ans, l'industrie automobile canadienne est en péril. Particulièrement dans le cas des constructeurs qui ont des syndicats à travers les usines. Ouais. Parce que chez Honda et chez Toyota, tout va bien. Oui, c'est les usines qui sont syndiquées sont les premières, évidemment, parce que c'est une couche de plus à négocier. Oui, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus difficile de changer ton fusil d'épaule en cours de route, de changer ta stratégie, quand tu as une entente syndicale rigide. Alors qu'un constructeur comme Honda ou Toyota au Canada peut décider de bifurquer de sa route initiale plus rapidement, sans que les employés aient quelque chose à dire. Mais puis ironiquement, c'est le contraire qui se passe. C'est que chez Honda, on garde le plan initial. Bon, pas dans le cas de l'électrique, mais tu sais, chez Toyota, c'est du RAV4, du RAV4, du RAV4, ça marche, ça vend. Toyota ajuste son tir en rapatriant plus de sa production vers d'autres pays que les États-Unis pour des raisons évidentes. Mais en bout de ligne, on continue de rouler. Là. On assemble juste à l'usine de Woodstock en Ontario au-dessus de 1000 RAV4 par jour. C'est du stock. Là. Et maison. Il y a un RAV4 qui sort de la ligne à toutes les 54 secondes. Puis, tu sais, moi, je me réfère à mon humble expérience comme travailleur dans une usine automobile qui était celle d'Alliston en Ontario, mais on est en 1997. Ben, à l'époque, on sortait une Civic à toutes les 57 secondes, mais une Civic hatchback 3 portes, puis un RAV4 hybride, pas nécessairement le même défi au niveau de l'assemblage, comprends-tu? Alors, c'est pas la même popote. C'est quand même... moi, ça me fascine de voir comment tout ça évolue, là, tu sais. Alors, enfin, bref... J'ai vraiment peur de ce qui va se passer avec Stellantis parce que c'est la dégringolade totale, particulièrement au Canada. Regarde, la compagnie souffre aussi beaucoup en Europe en ce moment. Il y a beaucoup de nouvelles qui s'accumulent aussi. T'as vu le statement d'Antonio Filosa qui est allé faire une annonce sur les réseaux sociaux en disant... On va investir des milliards de dollars aux États-Unis. 5 nouveautés Jeep vont être annoncées aux États-Unis. C'est une grande nouvelle pour nos travailleurs américains. Il n'a pas glissé un mot, une virgule sur l'usine canadienne. Rien. Puis là, évidemment, tout le monde avait des questions. Ça s'est arrêté là. Avec son petit accent italien puis le petit ciao qu'il a mis à la fin pour nous donner l'impression que les Italiens sont en contrôle.
Oh que non. J'ai un petit peu de misère avec ce qui se passe en ce moment. Puis, en tout cas, je sais tellement à quel point les concessionnaires sont en furie en ce moment de tout ce qui se passe et de l'inaction du constructeur au Canada par sa désorganisation, que j'ai l'impression que là, c'est un autre coup bas qu'on leur fait et que ça n'ira pas en s'améliorant. Il y a des nouveaux produits qui sont supposés arriver, là. Le Cherokee hybride, le Compass qui va arriver l'année prochaine. Bon. Mais en attendant, là, il y a des Wagoneer S qui moisissent dans la cour, il y a des Grand Wagoneer qui moisissent dans la cour, il y a des Ram. On n'est pas compétitif, ça dort là. Des véhicules, c'est épouvantable. Et parlant du Grand Wagoneer, ben là, on a eu les détails de ce véhicule-là. Quand on était allé assister au dévoilement du Cherokee, il nous avait parlé de modifications qui allaient être apportées au Grand Wagoneer. Et nous, de lever la main en disant « Et le Wagoneer, lui? » Ben là, on apprend qu'il n'existera plus. Ouais, c'est ça. On apprend qu'il n'existera plus. Ben, c'était un petit peu confus là, comme catalogue. Le Wagoneer, Grand Wagoneer, je pense que la clientèle ne savait pas exactement c'est quoi les différences, pourquoi qu'il y en a un qui était plus dispendieux, il y en a un qui a du chrome, il y en a un qui a pas de chrome, etc. Les motorisations, tout ça. Donc, on simplifie, on consolide, on veut continuer à offrir ce produit-là. L'idée, c'était au départ, si je me souviens bien, de sortir une brand. Une marque, oui, exactement. Faire quelque chose. Que Wagoneer redevienne une marque elle-même. Oui, mais là, c'est pareil. Ça, c'était écrit dans le ciel que ça allait se péter la gueule. Parce que Jeep, ça sonnait trop bas. Marché général, mettons, on peut dire, marché mainstream, on voulait pouvoir justifier la facture supplémentaire de ces camions-là. Tout le monde veut monter en gamme, tout le monde ne peut pas monter en gamme. Mais je pense qu'on comprenait pas c'était quoi là, comme produit. Ah non, pas en tout. Puis tu me dis Jeep est mainstream. Aux yeux des Italiens, Jeep, c'est Land Rover, là. Si tu parles à un Italien, là, si tu parles à un Européen, en général, la marque Jeep a tellement un haut niveau non, parce que tu vois, il y a des véhicules qui sont tout petits, comme le Renegade. Oui, mais l'espèce de prestige, l'aura autour de l'image Jeep, elle est quand même très forte. Pas partout en Europe. Je peux te dire qu'en France, Jeep, c'est vu comme un véhicule américain, d'aventure, des choses comme ça. Il n'y a aucune notion de prestige qui est associée à cette marque en France. Aucune. Alors, mais c'est le prix d'un Land Rover en Europe. Là. Oui, mais parce que un Wrangler, c'est le prix d'un Defender. Oui, mais c'est parce que les Defenders sont moins chers en Europe vu qu'ils sont fabriqués là-bas. Ouais. Et que en même temps, justement, ils viennent des États-Unis. Les véhicules américains en Europe sont extrêmement chers et l'ont toujours été de toute façon. Ouais. Puis il faut rajouter par-dessus ça que... Même si les prix sont là, la marque n'a aucune velléité de prestige. Mais à travers la planète, la marque Jeep résonne. Oui, ça veut dire quelque chose. Pas dans le domaine du prestige, dans le domaine de la liberté, de l'aventure, du 4x4, de l'image américaine, des GIs qui ont libéré l'Europe, etc. Ça, là-dessus, 100%. Mais en termes de prestige, non, ils sont nulle part. Mais en fait, nous, on le sait. Mais nous, on le sait, parce que, bon, mais tu sais, j'ai trouvé initialement que l'idée d'amener un Wagoneer qui allait rivaliser avec un Tahoe, puis un Grand Wagoneer qui allait rivaliser avec un Escalade, c'était logique. C'était une bonne idée au départ. Le truc qui n'était pas logique, c'est de mettre de côté le nom Jeep en pensant que le nom Wagoneer allait briller davantage. Ah bah non, mais ça, c'était... Ça a été une... D'ailleurs, le Wagoneer S, ça te tente-tu qu'on en parle? Mais toi, oui, je sais. Mais là... un autre segment Stellantis. Mais là, on ramène le nom Jeep, on rajoute des badges Jeep sur le nouveau Grand Wagoneer, qui perd son moteur high output. Pourquoi? Parce que rendu là, rendu à 100 000 Bon. On veut commercialiser la technologie qu'on avait réservée pour l'ancien Ram Charger, qui est maintenant le Ram 1500 REV, la camionnette électrique à prolongateur d'autonomie. Il faut le dire, c'est des moteurs électriques qui sont alimentés pour déplacer le véhicule, mais la batterie peut être rechargée par un V6 Pentastar. Mais là, on va commercialiser en premier cette technologie-là dans le Grand Wagoneer, qui va remplacer le Hurricane High Output. Là. 2 questions. J'écoute. Un Pentastar dans un Jeep de 125 000 $.
Écoute, tu sais, est-ce que on va dire que c'est osé. Nous, on va dire, comme tu as dit tantôt, nous, on le sait. Mais la technologie, on ne l'a pas testée encore. On peut pas, tu sais, je veux dire, un pentester, on l'a dit dans le passé, ça peut faire une bonne génératrice. Ben, c'est ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si on parle d'autonomie, 240 km d'autonomie sur électrique. la batterie, puis 800 km avec les deux combinés, ce qui est pas gigantesque là, en termes de chiffres. Ce qui est tout le contraire du poids du véhicule, qui lui doit être gigantesque. Oh my God, je ne l'ai pas, mais ça va être très pesant. Une batterie de quoi? 60 quelques kilowattheures? Oui, c'est ça. C'est comme une grosse batterie pour ce qu'on appelle un hybride rechargeable, mais c'est pas tout à fait un hybride rechargeable là, parce que c'est un électrique avec prolongateur. On va, pour faciliter les choses, on l'appelle un hybride rechargeable parce qu'il y a un moteur thermique. Par contre, ce n'est pas le principe technique derrière un hybride rechargeable. C'est ça. Mais c'est une énorme batterie, là, comme tu dis. Donc, ça va être un poids qui va rivaliser avec un véhicule électrique. Là. Donc, d'un camion électrique, mettons. L'idée, si on peut essayer de comprendre la stratégie de Stellantis, qui n'est pas toujours évident, c'est d'offrir le moteur 6 cylindres en ligne de base dans le Grand Wagoneer et d'aller chercher pour les modèles plus huppés le REEV. C'est un autre nom facile à prononcer. Ouais. Dans l'optique d'abaisser la cote de consommation moyenne de la gamme. Parce qu'en termes de performance, ça aurait été intéressant de conserver le 6 cylindres high output. Oui, en termes de performance aussi, on parlait de 540 chevaux, 521 livres-pieds de couple. Oui, mais on n'en parle plus, là. 647, 620 livres-pieds pour le REEV. Donc, la performance est là. C'est juste que, comme tu dis, avec le poids aussi. Oui, le poids aussi. Puis, la technique de ce véhicule-là va contribuer à baisser probablement l'image là, de, mais si de, le de, de RAM consommation. s'appelle REV... On n'a pas de cote, là, encore. Là, si le RAM s'appelle REV, pourquoi le Grand Wagoneer s'appelle REEV? Je n'ai pas la réponse à ça. Et si on sort une hybride rechargeable chez Dodge, ça va-tu être une REEV? Écoute, c'est comme les CLSC, C3S, on ajoute des lettres. Les 6 et les 6. Non, c'est ça. Là, ça commence. Mais tu sais, la stratégie de recycler le plus possible les technologies qui ont été développées, elle est dans l'optique de rendre la compagnie plus profitable avec des produits qui existent déjà. Il faut penser à ça aussi, qu'on veut commercialiser les affaires qu'on a développées le plus rapidement possible. Puis en faisant ça, c'est un move d'affaires. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils sortent des modèles, qu'ils sortent des véhicules. Et abordable. Sortez de quelque chose, allez-y, là, parce que la gestion au gré du vent, là, ça fait 15 ans. Le Compass est déjà en Europe depuis 6 mois. Le Compass est en Europe depuis facilement 6 mois. Là. Je sais pas, mais oui, ça doit. C'est un Jeep. Comment ça se fait que l'Europe, là, avant nous... Sortez des choses, là. Allez-y, là, maintenant, parce que on a des annonces, des communiqués, il y a des trucs qui arrivent pas, ça tourne, change d'idée. Ça tourne tous les 3 mois. Ça fait 15 ans qu'il y a du sous-investissement, ça fait 15 ans que les plans produits évoluent aux 3 mois. Sortez quelque chose, s'il vous plaît, les gars, puis on verra. Et que les Américains mettent leurs poings sur la table et se battent contre les Italiens qui, à mon avis, depuis qu'ils sont en place, ne font que des gaffes. Oh oui, non, mais je veux dire, il y a eu un sous-investissement chez Chrysler depuis 15 ans parce qu'ils ont récupéré, Fiat a récupéré Chrysler autour de 2009. Et moi, je me plains déjà du temps de Marchion. Il y avait des annonces tous les 3 mois. On va faire ceci, on va faire cela. Ça sort jamais. On attend. Aujourd'hui, tu regardes la gamme. Je veux dire, c'est à pleurer. Ben, on en a déjà parlé, Hugues, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que les Italiens essaient de sauver les marques italiennes qui ne seraient pas sauvables si Dodge et Ram et Jeep n'étaient pas là? Je pense regarde, j'en sais rien parce que la dominante, jusqu'au départ de Tavares, la dominante était plutôt Peugeot. Donc, il y avait... Une autre excellente idée. Je pense que Tavares a essayé de maintenir un équilibre entre un peu tout le monde et de voir ce qui pouvait marcher. Ouais. Moi, je pense que... Je pense sincèrement que le problème de Stellantis remonte bien avant Stellantis.
Donc, ce que tu dis que les Italiens favorisent les marques italiennes... Non, mais je veux dire, c'est d'une évidence qu'il y a des marques qui ne méritent plus d'être là. Mais regarde, je vais te donner un autre exemple. Tu regardes une marque comme DS, qui était une filiale de Citroën, qui est maintenant une marque à part entière. DS mérite pas plus d'exister sur le marché européen. Correct. Mais... Donc, est-ce qu'il y a vraiment un favoritisme? J'en sais rien. Je crois qu'actuellement, ils sont tellement dans la marde qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Parce que tu l'as dit tantôt, Hugues, Stellantis dépendait sur le fait que les marques américaines étaient des vaches à lait avec des moules payés alors qu'ils ramenaient de l'argent. Ouais. On dépendait de ça. Ça, c'était notre cash. On pouvait sauver des marques européennes avec ce cash-là. Et là, tout est arrivé de travers. Les marques américaines ont tombé. On n'a plus de cash, mais on essaie de sauver de l'autre côté qui font pas de cash. Donc, oui, mais pourquoi les marques américaines ont tombé? Parce qu'il y avait un manque de planification qui a été mentionné tantôt depuis 15 ans. C'est pas normal que Ram perde. Un peu à ta question, je pense que les Italiens n'ont jamais compris ce qu'était le marché américain et n'ont pas su le planifier de façon coordonnée et intelligente. Ils l'ont pris pour acquis. Et là, maintenant, on paye. Et là, maintenant, ils payent. Là. Comment est-ce que tu fais pour perdre 35-40% de part de marché dans un segment de pick-up pleine grandeur, alors qu'il y a eu un éveil en 94 et que Ram s'est finalement mis au monde en battant Ford et GM dans certains secteurs? Écoute, le Ram, on était parti de loin, là. Puis c'est une marque forte, puis les gens apprécient le produit. Plus d'efforts qui sont faits, plus de stratégie, plus de plans marketing qui tiennent la route. Un plan qui change tous les 3 mois. On revient avec un MI. On sait plus ce qu'on fait, là. Ouais. On attend le Dakota depuis à peu près 17 ans. En anglais, on dit management by reaction. Là. On gère par réaction. Donc là, les Américains... Merci pour la traduction, d'ailleurs. Les Américains enlèvent les barrières environnementales, on ramène le MI tout de suite. Non, mais t'as l'impression qu'il y a... Puis je comprends pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas le choix, ils sont patauges, on essaie de se garder la tête hors de l'eau. Mais encore une fois, le problème, c'est que ça fait 15 ans que ça dure. Si ça faisait juste 2-3 ans, on aurait c'est juste encore pire maintenant. Voilà. Juste maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Hein. Ouais. Parlons d'Alfa Romeo. Alfa Romeo on va creux dans le segment. Alfa Romeo, qui fait partie de Stellantis, les gars, vous le savez, dévoile toujours sa gamme de nouveautés. Puis je vous fais une mise en contexte. Nous, là, on commence à travailler sur le guide de l'auto que vous voyez ici, pour ceux qui nous regardent à l'écran. À peu près autour du mois de février, début du mois de mars. On commence à rassembler nos notes, on commence à écrire nos textes, puis on reçoit une manne d'informations au courant de l'été qui nous permet justement de sortir le livre quelque part au mois d'août ou au mois de septembre. On aimerait bien septembre, avis aux intéressés. Mais Alfa Romeo, on reçoit le communiqué du modèle de l'année suivante. Je vous donne un exemple. Alors, le communiqué des modèles 2025 d'Alfa Romeo, on ne l'a pas reçu au mois de juin, juillet ou août 2024. On l'a reçu au mois de mars 2025. Alors que les 2024 moisissaient encore dans les cours et que là, on annonçait qu'il allait avoir des modèles 2025. Et là, c'est intéressant parce que le communiqué qui a été annoncé il y a 2 jours, c'est que Alfa Romeo va abandonner le Tonale hybride rechargeable sur le marché américain, mais pas le marché canadien. Non. Petite nouvelle pour vous, il va être abandonné sur le marché canadien aussi. C'est juste qu'il y en a encore. Alors, on ne le dit pas tout de suite. On va attendre d'écouler ce qu'il y a et on ne renouvellera pas. Et probablement qu'on va nous envoyer un communiqué en mars 2026 pour nous dire que ça ne revient pas. Parce que, explique-moi la logique de conserver un PHEV ici et de ne pas l'avoir aux États-Unis. D'autant plus qu'on sait que le Dodge Hornet est sur la glace depuis un certain temps. Où on s'en va avec nos skis. Tu sais, quand je vous dis que tout est désorganisé, que c'est le bordel dans toutes les sphères d'activité de ce constructeur-là, bien ça en est un autre exemple. On continue à parler, évidemment, de
la dégringolade de l'électrique chez nous au Québec et dans le reste du Canada avec cette annonce qui a été faite concernant l'usine General Motors de Bécancour. Oui, c'est une usine de batterie, un conglomérat avec POSCO et Vale, qui sont POSCO qui fait de l'extraction de matériaux là, relatifs au lithium, et Vale qui fait du sulfate de nickel là, pour les cathodes. Donc, en 2021, on annonçait beaucoup de projets comme ça parce que tous les constructeurs annonçaient qu'on allait enlever les modèles à moteur thermique. Il y avait l'espèce de grand engouement. Et avec raison, on a annoncé plein de projets au Québec parce que justement, on est capable de boucler la boucle de la batterie avec des matériaux bruts et de livrer un produit final avec l'aide de toutes sortes de fournisseurs. Et puis, ce projet-là, annoncé en 2021, avait une première phase. La première phase va quand même arriver. On va quand même fabriquer selon le communiqué des composantes là. Il n'y a pas de précision à propos de quand et comment et combien. Par contre, la deuxième phase et la troisième phase, la deuxième phase, c'était une plus grosse usine pour GM, Ultium, POSCO. Puis il y avait une autre usine de Vale, qui est une compagnie brésilienne pour les cathodes. Alors, ces deux phases-là vont être abandonnées. Parce que, justement, la demande continue de tiédir. Merci, j'aime beaucoup. Tiédir, oui. Oui. Donc, c'est ça. C'est pas... Un peu comme qu'on a dit en entrée de jeu, ces annonces-là qui sont arrivées il y a quelques années de ça, ces projets-là vont diminuer en intensité parce que, justement, l'engouement est moins là. D'une grande tristesse. Absolument. On a appris aussi que General Motors allait officiellement abandonner ces deux berlines Cadillac, celles qu'on commercialise encore pour 2026, les CT4, CT5. CT5 qui est une voiture chouchou en ce qui me concerne. J'adore ce modèle-là. Peu importe la motorisation que vous allez lui glisser, elle est aussi belle qu'au premier jour. Elle a un comportement routier fantastique. C'est confortable. C'est vraiment un très, très beau produit. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'il y aura une suite à cette voiture-là. Ouais. La CT4, elle, sera abandonnée définitivement après 2026, mais il y aura une nouvelle génération de Cadillac. On ne sait pas si on va l'appeler CT5, mais il y aura une nouvelle génération de Cadillac de taille équivalente à la CT5 qui sera lancée avec un moteur thermique. Oui, exactement. Ça va être, comme tu dis, je ne sais pas ça va être quoi la nomenclature, mais avec Cadillac qui s'aventure en Formule 1, etc., ça prend on ne peut pas faire ça avec juste des utilitaires. Là. Donc, ça va prendre un produit fort, ou avec une Célestique à 300 000 C'est aussi, ça. Oui. Donc, la CT5 a une raison dans tout ça. Puis c'est une bonne nouvelle parce que justement, c'est une voiture exceptionnelle qui est sous-estimé à mon même la CT4, moi je l'adorais ce véhicule-là, mais moins adapté dans le contexte actuel. Donc on garde la CT5 et c'est parfait. Mais là qu'on arrive avec un modèle toujours à moteur thermique, ça va dans le sens de tous les autres constructeurs qui veulent garder et continuer à monétariser leur technologie thermique sans s'embarquer dans un modèle sportif électrique parce que c'était ça qui était supposé d'arriver. Évidemment, ça sera pas ça va être abandonné ou reporté, là on va voir jusqu'à quand. Par contre, avec Cadillac en Formule 1, ça va être important d'avoir un produit sportif, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous servir. Là. Absolument. Le guide de l'auto. Hugues, on le sait, tu reviens de France, tu nous as ramené des microbes en plus, mais c'est pas le but de ta prochaine chronique. Tu en as profité, tu as profité de ton passage en France pour aller chercher des informations sur la taxation des véhicules à essence traditionnels qui est assez sévère. Pour ceux qui pensent qu'on paie cher en taxes sur nos véhicules à essence, par exemple, une taxe à la cylindrée de quelques centaines de dollars sur un moteur V8 6,2 litres, bien, écoutez bien ceci. Vous allez voir qu'on est un petit peu épargné. Oui. Effectivement, en fait, on parle souvent des malus écologiques en Europe dans cette émission. Et quand je suis tombé sur cette info, je me suis dit c'est intéressant justement de montrer, comme tu le disais, la différence de système. Et on va parler spécifiquement du bonus-malus écologique français. Il faut savoir déjà que ce système-là est le plus important en termes de taxation en Europe. Donc c'est le plus sévère et de loin. Ouais. Il a été instauré en 2008, évidemment, dans l'idée de réduire les émissions de CO2. Et à l'époque, on appelait ça un bonus-malus. Donc, il y avait un bonus écologique. Il existe encore aujourd'hui, mais il est
de plus en plus réduit. Ouais. Aujourd'hui, il peut atteindre 4 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique seulement, mais ça dépend de la taxe, du niveau d'imposition. Donc, c'est pour uniquement les foyers à faible revenu et pour des véhicules de moins de 47 000 €. Il faut savoir aussi donc, des Renault 5, ce genre de véhicule. Voilà, et il faut savoir qu'à terme, bon, c'est pas annoncé officiellement, mais ce bonus va disparaître et on va forcer sur le malus, évidemment. Justement, ce malus est intéressant parce qu'en fait, ça commence à 113 grammes de CO2 émis par kilomètre. Jusque-là, c'est des petites voitures, il n'y a aucun malus. Okay. À partir de 113 grammes, on commence à payer et ça monte. Et donne-moi un exemple d'une voiture dont les émissions seraient autour de ça. On peut parler d'une Clio, on peut parler de ces petites voitures, Fiat Panda, choses comme ça. Okay. Alors, ça dépend évidemment des motorisations parce que chaque gramme de CO2 va compter. Ouais. Et c'est vrai autant pour un diesel qu'un essence. Là. Absolument, ouais. C'est la quantité de CO2 émis. Okay. C'est ça qui compte. Donc à partir de 113 grammes, et pour ceux qui nous regardent, on va avoir un graphique, ça commence à monter tranquillement, et ça atteint à 193 grammes, donc pas énormément plus, ça monte à 70 000 €. Alors, mise en contexte, une voiture qui fait, par exemple, là, 195 grammes? 193 grammes de CO2, c'est quoi? Eh ben, on va y venir un peu plus loin, mais par exemple, je vais te donner des exemples comme des VUS de taille moyenne. On parle par exemple d'un Land Rover Discovery. On parle de BMW M2, de Golf R. Donc pas forcément des grosses voitures, mais des voitures sportives. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que au taux de change actuel, 70 000 €, c'est 115 000 $ canadiens. Ouais, c'est irréaliste. C'est complètement fou. Ben, ça veut dire que si tu achètes une Golf R qui coûte à peu près 60 000 € en Europe... Ben, je peux te donner l'exemple précis de la Golf R. Bon. Elle coûte 58 000 € actuellement. Elle fait 184 grammes au kilomètre et prend donc une surtaxe de 43 179 €. Donc, la Golf R va te coûter plus de 100 000 € à l'achat. Exactement. Alors qu'ici, on la paie 55 000 $ canadiens. Voilà. Et il n'y a pas de taxe à la cylindrée parce que c'est un 2 litres. Voilà. Et donc, on s'entend, là, une Golf R, là, la cote de consommation moyenne est à 9,5 au 100. Là. Non. C'est pas catastrophique. C'est exactement ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe les 193 grammes, ça s'arrête à 70 000 €. Donc, tous les plus gros véhicules, un Mercedes Classe-G, des choses comme ça, vont rester à 70 000 €. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont le seuil maximal de ce malus a évolué. En 2017, il était de 10 000 €. En 2020, il passe à 20 000 et à partir de là, ça monte pratiquement de 10 000 € par an. 40 000 en 2021, 50 000 en 2022, 50 000 en 2023, 60 000 en 2024 et 70 000 en 2025. Les tarifs ont déjà été annoncés pour 2026. Ça passe à 80 000 €, soit 131 000 $ canadiens. Et ce 80 000 € qui nous semble complètement irréaliste, il sert à quoi? À remplir les poches de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on vend comme voiture en Europe, considérant que à peu près tout ce qui existe est taxé? Tu me donnais hors d'onde l'exemple d'une Mazda Miata qui est surtaxée comme ça n'a pas de sens. Non, alors c'est pas énorme. En fait, c'est déjà trop par rapport au coût du véhicule. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que oui, c'est les plus gros véhicules qui sont taxés, c'est les VUS, et c'est pour ça que ça a un impact chez nous aussi. C'est beaucoup de ces véhicules passent à l'hybride rechargeable et à l'électrique, justement pour éviter ce genre de truc-là. Dès qu'on descend, même sur un très gros VUS comme un X5 par exemple, dès qu'on est sur de l'hybride rechargeable, on passe largement en dessous des 113 grammes de CO2 par kilomètre, et donc là, il n'y a plus de taxes. Donc, à partir du moment où tu as une technologie hybride rechargeable sur une voiture, quelle qu'elle soit, tu viens d'éliminer... À peu près. Est-ce que, par exemple, on va en parler en fin d'émission rapidement,
une Lamborghini Revuelto qui a 8 km d'autonomie électrique et qui a un V12 de 800 quelques chevaux. J'ai pas les chiffres, mais je pense que de toute façon, l'émission de CO2 moyenne va être largement supérieure à 193 grammes. Donc là, c'est pas la technologie, c'est le kilométrage qui est capable de parcourir parce qu'il y a là. beaucoup de nouveautés. Je pense à la BMW M5, c'est une voiture hybride rechargeable. On n'a pas fait ça parce que les gars tripaient là-dessus. Non. On a fait ça parce qu'il fallait avoir de l'hybride rechargeable pour être capable de continuer à la vendre. Exactement. Alors, donc, c'est vraiment les VUS qui sont les plus taxés. OK. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, une BMW M2 de 85 000 euros fait 226 grammes au kilomètre. Donc, en plus des 85 000 euros, 70 000 euros de taxes. On a parlé de la Golf R. Je vais te donner un cas encore plus troublant. Une Porsche Boxster de base. Le modèle de base à 66 000 euros fait 212 grammes au kilomètre. Donc, il y a plus de taxes, 70 000 euros, que du prix du véhicule. C'est-à-dire que la taxe est supérieure au prix du véhicule. Ouais, ça, c'est théorique parce qu'une Porsche de base, pas d'option, ça n'existe pas, là. J'entends bien, mais l'exemple est quand même intéressant. Et il faut savoir que c'est pas tout. C'est-à-dire que à partir de 2021, le gouvernement français a aussi rajouté une taxe sur le poids pour faire la chasse aux gros véhicules. Donc il y a une taxe supplémentaire qui prend 10 euros par kilo à partir de 1 tonne 6 et ça monte jusqu'à 30 euros à partir de 2 tonnes 1. Donc là... Mais là, attends, là, des véhicules de plus de 2 tonnes, il y en a plein sur les routes, là? Même en Europe, oui, bien sûr. Et ce qui est très intéressant, justement, et c'est ça le point, c'est que, encore une fois, on revient à l'idée que le bonus, c'est en train de dégager, parce que les modèles hybrides rechargeables qui ont déjà des batteries, qui commencent à être un peu lourdes, sont déjà inclus dans cette taxe au poids, et les véhicules électriques de plus de 2100 kg seront ajoutés à cette taxe au poids dès l'année prochaine. Donc même les véhicules électriques qui sont plus lourds par définition à cause de leur batterie n'échapperont pas au malus écologique. Ce qui est quand même paradoxal. Les véhicules électriques vont avoir un malus écologique, mais au poids. Oui, mais je suis même pas en désaccord avec ça. Je suis en désaccord avec le fait qu'on taxe 150 000 $ pour un véhicule. Mais je suis pas en désaccord avec le fait que l'impact écologique d'un véhicule inutilement lourd, il est aussi important. Je suis d'accord avec toi. Celle-là, elle est peut-être un peu moins absurde, mais le fait de taxer les véhicules électriques qui, par essence, sont plus lourds, me paraît quand même... Quand tu dis le discours, c'est un malus écologique, on veut réduire les émissions de CO2, on veut que vous passiez à l'électrique, mais on va quand même continuer à vous charger pour telle et telle raison. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut éliminer la voiture, là. Il y a une guerre à la voiture. Il y a une guerre à la voiture qui est évidente. La petite bonne nouvelle, c'est que la taxe au CO2 et la taxe au poids s'additionnent et ne peuvent pas dépasser 70 000 euros. L'État français a quand même été très gentil. Ah, franchement, voilà. On les remercie. Donc, pour aller dans le sens où tu vas, c'est que oui, il y a une guerre à la voiture et c'est beaucoup de petites voitures, les voitures plaisir, les modèles de petits et moyens prix qui ont disparu. Donc maintenant, il y a pratiquement plus de voitures de sport où il y a des choses qui en électrique vont sortir. On parle de 208 GTI électrique, choses comme ça. Mais en fait, les petites voitures les petites sportives de petite et moyenne gamme sont disparus et il n'y a que les gros modèles qui subsistent, les 911 et choses comme ça, parce que les clients peuvent se payer ces taxes-là. Alors, le Français, pour terminer, le Français qui rêve d'une Mustang, mais qui ne peut pas acheter une Mustang avec un V8 5 litres et qui se rabat sur un moteur 2.3 litres en disant au moins c'est un moteur qui ne consomme pas trop, 70 000 euros de malus. Voilà. Et ça a une conséquence très sympathique. En fait, c'est en train de foutre le marché français de l'automobile en l'air. Ah oui, les ventes doivent dégringoler, là. Alors, j'ai les chiffres. En 2017-2018, le marché français tournait à 2,2 millions. Après, il y a eu la Covid en 2021-22, où là, le marché a dévissé aux alentours de 1,6-1,7 millions. Ouais. Et en fait, il n'a pas vraiment repris depuis. On est à 1,78 en 2023-2024. En comparaison, le marché canadien, maintenant, on vend plus de voitures au Canada. On a vendu plus de voitures au Canada en 2024 qu'en France, dans un marché qui est 2 fois plus gros potentiellement. Oui. Donc, le Canada avait souffert aussi avec la Covid, mais à partir de 2023 et en 2024, le marché s'est
rattrapé et est revenu à peu près, et commence à revenir au niveau des niveaux avant la Covid, pas la France. Incroyable. Et donc, on l'a dit, l'idée, c'est à terme de supprimer complètement le bonus et de continuer à augmenter les malus et d'en rajouter toujours plus. Et ça, je pense que pour l'industrie, ça va créer des gros problèmes. Et donc, les problèmes d'une compagnie, par exemple, comme Stellantis, qui a des problèmes en Europe, vont aussi se répercuter chez nous en termes d'investissement, en termes de toutes ces choses-là. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'avoir un petit peu les deux côtés de la chose. Ça m'amène à te demander, est-ce qu'une Cadillac Sixteen pourrait être vendue en France en ce moment? Plus maintenant. Plus maintenant. Et c'est la voiture dont tu nous parles cette semaine. Absolument. Dans ta chronique de voitures anciennes. Le temps file, alors on va procéder avec cette voiture-là, qui est un objet fascinant, que j'ai pu voir de mes yeux vus lorsqu'on l'avait présenté au Salon de l'Auto. On était là ensemble. Ouais. Donc, tu parles de la Cadillac Sixteen. Moi, je pose la question suivante. Est-ce que le V8 est un symbole d'opulence? Mais non, c'est trop commun. Le V10 peut-être, le V12, vous n'y pensez même pas. Un V16, ça par contre, ça en jette. Oui, mais le V16, c'était déjà une mécanique existante chez Cadillac. Oui, la marque peut s'enorgueillir d'être la première au monde à avoir commercialisé une auto avec un tel moteur. Dès 1927, afin de surpasser Packard, Cadillac conçoit un V16 dans le plus grand secret. Le moteur est présenté en 1930, accompagné par un V12 qui en est dérivé. Doté d'une architecture à soupape en tête et d'une cylindrée de 452 pouces cubes, 7 litres 4, il développe 175 chevaux. À cause de la récession des années 30, il connaîtra évidemment une diffusion limitée. 3884 exemplaires de 1930 à 1937 et 10 821 V12 sur la même période. En 1938, une nouvelle génération de V16 est présentée pour accompagner les tout nouveaux modèles. Beaucoup plus proches des V8 de la marque, il possède des soupapes latérales. D'une cylindrée de 431 pouces cubes, 7,1 litres, il développe 185 chevaux. Il sera commercialisé de 1938 à 1940 à seulement 508 exemplaires, le V12 n'étant plus produit. Dans la première moitié des années 60, Cadillac commence à jouer avec l'idée de moteurs plus gros qu'un V8. Les ingénieurs travaillent sur un nouveau V12 qui restera au niveau de prototype, alors que les designers réalisent plusieurs dessins à capot long, très long. L'un d'entre eux ira même jusqu'au stade de véhicule expérimental, le XP840, et sera fabriqué à l'échelle 1. Il devait recevoir un V16. Enfin, à la fin des années 80, Cadillac présente le concept solitaire avec un V12 de 6,6 litres, de 430 chevaux, co-développé avec Lotus. Il se murmure alors qu'un V16 était aussi dans les cartons. Et pourquoi est-ce que Cadillac repense à un moteur comme ça au tournant des années 2000? Parce que les années 90 n'ont pas été tendres pour Cadillac et un plan de relance est annoncé pour le début des années 2000. Sûr. Bon, OK, correct, t'as le concept. Coïncident avec l'introduction de la CTS, justement, en 2002. À cette époque, Cadillac a dans ses cartons un V12 développé en secret par Ned McClurg. Il est un moment envisagé d'installer ce bloc de 7,5 litres dans l'Escalade. Finalement, ce bloc atterrira dans le concept Sienne, présenté au Salon de Détroit en janvier 2002, pour célébrer les 100 ans de la marque. Pour le Salon de Détroit 2003, Bob Lutz, vice-président responsable du développement, veut quelque chose d'encore plus marquant. Quoi de mieux qu'un V16? C'est ça. Mais là, Cadillac va faire les choses en grand. Là. Effectivement. À ce stade, General Motors aurait pu se contenter de prendre deux V8, de les souder ensemble et le tour était joué. Mais à la place, ils ont choisi de créer un tout nouveau moteur dès le printemps 2002. Le XV16 est basé sur l'architecture des moteurs LS de 4e génération, prévu pour être lancé en 2004 pour le millésime 2005 et intégrant la cylindrée et la distribution variable. Ce bloc d'une cylindrée de 13,6 litres, 13,6 litres, en aluminium, reçoit des culasses à 2 soupapes par cylindre et peut fonctionner selon la charge sur 4, 8 ou 16 cylindres. Il est accompli à une boîte automatique à 4 rapports 4L85E. Ouais. Au final, il développe 1000 chevaux et 1000 livres-pieds de couple. Amplement suffisant pour déplacer un véhicule de 2,3 tonnes, mesurant 5,7 mètres de long. Heureusement, il y a le système à 4 roues directrices Quadrasteer pour aider. Clin d'œil, l'esthétique du moteur est directement inspirée de celle du V16 de 1930 et ce bloc sera fabriqué chez Katech Inc. dans le Michigan. Qui
a signé le design de cette voiture-là? Parce que ça demeure une œuvre d'art sur roue. Là. Absolument. C'est un jeune designer, Brian Smith, qui est choisi pour dessiner le concept. Smith travaille toujours aujourd'hui chez Cadillac, mais maintenant il en est le directeur du design. Il crée des lignes simples et élégantes et décide de mettre logiquement en avant le compartiment moteur qui s'ouvre en 2 parties sur les côtés, comme dans les années 30. L'auto est basse, moins de 1,4 mètres, et embarque d'énormes, pour l'époque, roues de 24 pouces. Les portes sans poignée s'ouvrent sur un habitacle conçu pour 4 personnes seulement. L'intérieur mélange cuir, aluminium, ronces de noyer et soie tissée. L'horloge provient de chez Bulgari et le logo dans le volant est en cristal gravé. On y retrouve aussi un système de son Bose, des DVD aux places arrière avec des dossiers inclinables et des supports pour les jambes et le système OnStar de 5e génération. Le véhicule concept est construit chez Special Project Inc., une compagnie basée dans le Michigan et spécialisée dans ce type de projet unique en utilisant de l'aluminium pour la carrosserie et le châssis. Wow. Et la 16, on l'a vu ensemble, évidemment, au Salon de l'Auto de Détroit. Ça a été quoi, évidemment, la perception des gens lorsqu'ils ont vu cette voiture-là? Alors, l'auto est donc présentée au Salon de Détroit en 2003 et c'est Bob Lutz en personne qui l'a fait rentrer sur le podium. Parce que contrairement à bon nombre de concepts, la 16 est roulante. Ouais. Mais elle ne peut pas dépasser 40 000 à l'heure. Lutz la présente comme une interprétation moderne de tout ce qui a fait de Cadillac le standard du monde, le slogan adopté par la marque en 1908. Ouais. La 16, pour répondre à ta question, fait sensation dans un salon qui ne manquait pourtant pas de nouveautés impressionnantes, comme la Dodge Tomahawk, une moto à 4 roues à moteur V10 de Viper. Après le show, le bureau de Bob Lutz est couvert de lettres d'acheteurs potentiels et de quelques chèques de dépôt non sollicités. Pendant un temps, GM envisage une berline dérivée du concept avec un V12 et qui serait vendue dans les 300 000 $ à quelques centaines d'exemplaires par année, concurrençant ainsi Maybach et Rolls-Royce. La filiale australienne Holden en aurait assuré le développement technique, mais la crise de 2008 et la faillite de 2009 mettront fin aux velléités de Cadillac dans l'ultra haut de gamme, jusqu'à aujourd'hui avec la Celestiq. Le seul héritage de la 16 sera son influence sur le style de la 2e génération de CTS. Au moins, il reste les images pour rêver. Et cette voiture-là, évidemment, n'a jamais été mise en production, mais comme tu l'as dit il y a quelques instants, Cadillac lance en ce moment une voiture de 300 000 $, US, 400 000 Canadiens. Ouais, qui ne s'inspire pas de cette voiture-là, mais qui peut représenter ce que la 16 aurait pu être à l'époque où elle aurait dû être commercialisée. Absolument. Parce que je pense que c'est une voiture qui serait rentrée dans les annales, mais le timing était vraiment effectivement pas mauvais. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Volkswagen Tiguan Turbo. Oui. Il n'était pas déjà turbo. Il est déjà turbo. Mais dans l'industrie automobile, comme on l'a dit la semaine dernière, on peut mettre turbo sur un peu n'importe quoi, même des chars électriques. Ouais. Turbo, c'est beau. C'est bon. 2025, on a eu des modifications pour le Tiguan, esthétique, technologique, etc. En 2026, on nous a promis une variante un petit peu plus performante qu'on appelle turbo. En fait, c'est le Highline R-Line. C'est au sommet de la gamme de Tiguan pour 2026. On utilise essentiellement la même affaire. Ça c'est de la vidéo du Tiguan normal parce que justement, c'est la seule... Qu'est-ce qui paraît, c'est la badge en arrière, mais on a des freins, des disques de frein un petit peu plus grands en arrière pour le modèle turbo, des palettes de changement de vitesse au volant. Mais essentiellement, c'est le même véhicule. Côté moteur, plus gros turbocompresseur à géométrie variable. C'est le même type de compresseur, mais juste un petit peu plus gros. Puis certaines modifications dans les entrailles du moteur, 268 chevaux. Écoute, la performance rivalise avec un modèle exactement comme le Audi Q5, 268 chevaux. Ce n'est pas exactement le même moteur parce que ce n'est pas monté de la même manière. Ouais. On ressent la performance la majorité du temps dans mon essai. C'est juste qu'on a encore la boîte à 8 vitesses qui a une petite lenteur des fois à haute vitesse dans les reprises, etc., qui vient empiéter un peu sur l'agrément de conduite du véhicule. Mais autrement, je veux répéter que j'ai adoré encore une fois l'habitacle du Tiguan. Puis dans ce modèle-là, ça fait pas exception. On a 1 500 $ de plus sur la facture comparativement au modèle avant là, du Highline R-Line, même avec l'augmentation de puissance. Ça se dit bien, ça, hein? Highline R-Line, c'est comme le Rock Creek. Donc, quand même, un petit mot sur ce véhicule-là. Juste faire attention un petit peu à la calibration de la transmission, mais c'est quand même très bien.
Toi, tu as été en Corée. J'ai une question de 2 secondes avant. Ouais. Avez-vous posé des questions sur l'hybride? Oui. Et? Ça s'en vient. Hey. À défaut d'avoir des modèles hybrides. Mais tu sais quoi? Est-ce que Volkswagen s'appellerait Stellantis? On là? nous Qu'est-ce dit... qui se passe? Les représentants de la marque nous ont dit qu'ils pensent que les gens ne recherchent pas des modèles hybrides précisément. Ils parlent à qui? Juste ils recherchent des véhicules qui sont agréables à conduire et assez économes sur la consommation, mais pas spécifiquement des hybrides. Là, dans ta tête, ça dit, ben oui, mais des hybrides, c'est ça que ça fait. C'est très compétitif comme segment. Non, mais c'est très compétitif comme segment avec l'hybride. Ils ont absolument donc c'est raison. important. Toyota se plante avec le RAV4. La preuve, c'est qu'ils n'en vendent pas. Hein? La preuve, c'est... Non, mais la réponse est excellente. Voilà, donc on a... Toi, tu es allé en Corée du Sud pour essayer un véhicule qui a été fort populaire sur le site du Guide de l'auto, un petit fourgon qui, contre toute attente, les gens l'ont adoré. Donc, je veux que tu m'en parles. Et je connais des gens qui l'ont déjà commandé, qui en veulent. Je le disais en début d'émission, il n'y a plus de petits fourgons sur le marché. Les Transit Connect de ce monde, c'est tout disparu, si bien qu'on se rabat actuellement soit sur des Savannah qui commencent à être un petit peu archaïques, légèrement. Oui, Et sinon, on achète des fourgonnettes Chrysler qu'on aménage comme des véhicules commerciaux, parce qu'autrement, tu t'en vas dans du fourgon pleine grandeur. Ce qui n'est vraiment pas génial en milieu urbain, par exemple. Non, il y a un appétit pour les petits fourgons. Donc, il y a toute une catégorie d'acheteurs qui n'est pas servie actuellement et qui arrive non seulement avec une formule jolie, sympathique et de format parfaitement adapté à la conduite urbaine ou à la livraison locale, mais avec du 100% électrique et qui ne va consommer que très peu parce que, tiens-toi bien, ce fourgon-là est aussi aérodynamique que plusieurs voitures de grande série. C'est 0,29 de CX pour un fourgon. Pour un fourgon, c'est... On annonce 416 km d'autonomie WLTP, ça veut dire 356 km selon les normes EPA. J'ai fait, en calculant ce qui restait d'affiché au compteur et ce que j'ai pu obtenir. Moi, j'ai conduit 215 km à son volant, à peu près 16 kWh par 100 km. C'est la consommation d'une Bolt. Wow! Alors, c'est fantastique. C'est très polyvalent. Ça se conduit facilement. C'est amusant. Ça tourne sur un 10 sous. On n'aura seulement que la version cargo. Pas de modèle passager chez nous, malheureusement. Il y a des gens qui se plaignent déjà de ça parce qu'ils voudraient se la procurer pour, par exemple, du transport adapté, du transport aéroportuaire, des taxis, des trucs comme ça, qui a dit que pour l'instant, on ne veut pas rivaliser avec la Carnival, mais ils n'en vendent pas de Carnival parce que ça vient des États-Unis et qu'on manque d'inventaire. Alors ça, c'est une drôle de stratégie, mais j'ai aussi compris que pour amener une fourgonnette vitrée avec plus de place assise, c'est un nouveau processus d'homologation. Donc, ça engendre beaucoup de frais. Pour les collisions, tout ça, Alors ça, c'est le truc qui est un peu dommage. Mais je vous garantis un succès pour ce véhicule-là. Ça va être vendu à partir de la fin de l'année prochaine comme modèle 2027 avec uniquement la plus grosse batterie parce que du côté de l'Asie, on a 3 tailles de batterie. Véhicule à traction. Et 71,2 kWh au niveau de la taille de batterie. On aura aussi un port NACS chez nous au Canada. Et devinez quoi, en terminant, ça ne sera pas vendu aux États-Unis parce qu'évidemment, il y a une chicken tax qui vient s'appliquer, cette fameuse taxe qui date de 1900... C'est des années 70. C'est ça. Même fin 60. Fin 60. Fin 60. Tu as raison. Alors, c'est une taxe de 25 % qui viendrait s'ajouter à ça. Ce pourquoi tous les petits fourgons qui sont fabriqués notamment du côté de l'Europe ne sont pas non plus vendus aux États-Unis. Et ce pourquoi on a rapatrié la production des Transit, des Sprinter sur le marché américain pour qu'ils puissent être vendus là-bas. Ça s'applique à tous les véhicules commerciaux. Alors ça va connaître beaucoup de succès. Et comme tu l'as dit, on a eu énormément de vues, de commentaires. Il y a eu de l'intérêt sur ce produit-là. J'ai très, très hâte de le voir chez nous et de voir quelle va être la réponse de la clientèle parce que un véhicule électrique pour ce genre d'utilisation-là, c'est parfait. C'est du 8 à 5. Tu le branches durant la nuit, il est prêt pour le lendemain. C'est fantastique. Voilà. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. On n'a pas eu le temps de parler de la Lamborghini Revuelto encore une fois parce que le mâche-patate du français s'est fait aller. Bon, il faut dire qu'il n'était pas là depuis un mois, fait que c'est correct. Bienvenue. Mais on va en reparler la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Bye bye. Salut.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.